lumière. Donc, diagnostic, il faut faire un plan lumière, il faut faire un schéma directeur de l'aménagement lumière. Donc, tout ça, les communes ne connaissaient pas ça, ils travaillaient à l'aveuglette. Donc, c'est des choses nouvelles, de telle manière à arriver à optimiser. Est-ce que vous vous êtes donné un objectif, un point d'inflexion, une année, peut-être dans... Alors, l'objectif c'est 2030, c'est ça? Mais à quel moment espérez-vous que votre facture énergétique va baisser? Déjà, on a, lors de la réunion récente du 9 au 11 octobre, il y avait discussion au niveau d'atelier, la mise à niveau du réseau d'éclairage public de la ville d'Agadir, le pré-diagnostic donc réalisé, il est en cours. Le recensement, puisque le plus important, il faut recenser les lampes, il faut définir vers un inventaire, quel type de lampe, puisque 250 watts, 150, 70, donc tous les points lumineux dont je vous ai parlé, les 30 000 ou bien au-delà, il faut le savoir pour que même l'investisseur, Sylvien, il va faire son... Est-ce que vous vous êtes fixé une date? Oui, bien sûr. Dans 10 ans, on fera baisser la facture. Non, il y a ici donc les résultats attendus. J'ai ici des dates juin 2014 pour déjà faire le bilan, faire l'inventaire. L'inventaire, donc avec les partenaires, je vous ai dit, la DRE, l'IDE, la BEM, la GIZ, la BERD et la SCE. La SCE, c'est la Société des investissements énergétiques. Aussi, donc, on recevra cet après-midi d'ailleurs, oui. M. Baroudi. Et aussi, donc nous, c'est très important pour nous, au lieu de continuer à budgétiser des choses inutiles, donc il vaut mieux stopper et faire le recensement. Donc je ne connaîtrais pas la date alors. La date? L'objectif, on est obligé de maintenir déjà Ça c'est maintenant. Et quoi, dans 5 ans, dans 10 ans? Il y a des économies. Oui. Tout de suite? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Monsieur Leban, je voudrais qu'on revienne sur justement le rôle d'EDF et le rôle que vous jouez, vous, à EDF, auprès d'autres pays, d'autres villes, pour faire un petit peu de benchmark, comprendre un petit peu ce qui se passe ailleurs et s'il y a des similitudes avec le Maroc. Vous voulez dire, dans ces domaines-là? Oui, dans ces domaines-là, bien sûr, de l'action internationale d'EDF. Oui. Non, mais on retrouve toujours dans les pays comme le Maroc, où il y a une croissance rapide et où la demande d'électricité, d'énergie croît encore plus rapidement que la production. On retrouve la préoccupation d'efficacité énergétique. Efficacité énergétique dans les bâtiments, parce que et qu'il faut, comme disait M. Dakina, traiter à la conception. Parce qu'une fois que vous avez construit un bâtiment, il dure au moins 50 ans. Et si vous voulez l'améliorer une fois qu'il est construit, ça coûte la peau des fesses. Donc on ne peut pas faire de bonnes choses. Donc il faut faire de l'éco-conception. Et cette éco-conception, il faut l'adapter aux conditions locales. Parce que sinon, on vend des choses qui ne servent à rien au pays. Vous voyez, au Maroc, ce qui compte, on est à Oujda, on travaille à Oujda, il faut regarder l'angle des rayons du soleil avec les bâtiments, parce que ça conditionne l'exposition, ça conditionne la façon dont on ouvre les façades. Il faut mettre des façades vitrées au sud et au nord et pas à l'est-ouest, etc. Donc on a toute une série de choses comme ça qu'il faut regarder. Donc on retrouve cette préoccupation d'efficacité énergétique dans les bâtiments qui est vraiment très très importante parce que ça pèse plus que le transport en fait. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on retrouve partout aussi, même en Asie, l'éclairage public. Parce que l'éclairage public c'est 25% du budget énergie d'une commune. Je voyais, on en parlait avec le maire de Salé qu'on va voir cet après-midi, c'est 30 millions de dirhams. On retrouve toujours des... Et surtout, quand vous avez des systèmes qui sont hétérogènes, qui ont été construits par juxtaposition, par morceaux non cohérents, avec des promoteurs qui mettent des choses, etc. Comme m'a dit M. Haddad, on ne sait pas ce qu'est le système, donc il faut le recenser. Oui. Et deux, comme il y a hétérogénéité, on se ruine avec la maintenance. Et la maintenance dépasse les collectivités. Elle n'y arrive plus. Donc il faut mettre à plat, il faut recenser, il faut faire un diagnostic, et après il faut faire un plan lumière en effet. C'est-à-dire que vous parlez de modèles financiers, PPP, ESCO, etc. Avant ça, il faut faire un plan lumière. Un plan lumière, c'est plus qu'un recensement, c'est de dire je partage la ville en zones, je regarde comment j'éclaire chaque zone pour traiter des conditions, vous voyez, non seulement d'efficacité énergétique, mais aussi de sécurité, de qualité de la vie, etc. Et c'est ce plan lumière-là qui permet à la ville, après, sur 20-30 ans, de faire des choses cohérentes dans la durée, puisqu'elle n'a pas tous les crédits pour le faire. Éviter justement de recommencer à juxtaposer des choses incohérentes. Voilà.
Je voudrais, M. Takina, qu'on essaie d'élargir un petit peu la discussion. Vous êtes bien sûr, et c'est le rôle de l'ADRE, vous êtes bien sûr sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. La ville durable, ce n'est pas que ça. Alors comment l'ADRE, à partir de ces premières initiatives, de ces premiers projets, comment l'ADRE voit la suite de son action? J'ai cité tout à l'heure que notre objectif est d'arriver à certifier selon le cadre méthodologique MENA ou OEA les communes avec qui on travaille. Et les certifier, comme j'ai dit tout à l'heure, les critères de certification reposent sur les 79 mesures qui touchent l'ensemble donc des actions de développement au niveau d'une ville. Ça trace, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la mobilité, de la gestion des déchets, de la planification. La planification, la préservation du patrimoine, la communication, la coopération, etc. L'information, donc comment disposer de l'information juste et valable au niveau des zones. Et c'est dans ce sens-là que, bien sûr, notre but, c'est de travailler sur l'ensemble de ces chantiers-là et sur l'ensemble de ces mesures. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons aussi des objectifs à court terme, au niveau donc des villes avec qui on travaille. C'est d'abord au moins de structurer les 3 PPP éclairage public au niveau des 3 communes. Donc c'est une structuration qui, normalement, est en cours aujourd'hui de discussion et on espère, in fine, arriver à avoir donc les adjudicataires nécessaires, etc., qui vont travailler sur la problématique de l'éclairage public. Nous travaillons aussi sur la mise en place au moins de 3 espaces info pérennes qui disposeraient de l'information juste, comme je viens de dire, et valable au niveau des 3 zones. Et à ce niveau-là, bien sûr, en travaillant avec les potentialités locales, universitaires, observatoires de l'environnement et du développement durable, communes urbaines, etc. En s'appuyant sur ces structures déjà existantes et en renforçant leurs capacités et en les alimentant avec la bonne information et l'information la plus juste. Et puis, bien sûr, travailler aussi sur la mise en place de réseaux de professionnels au niveau de la région. Et ça aussi, c'est important pour pouvoir aussi dynamiser ces aspects-là. Donc, nous, donc, à court terme, je veux dire, pour nous, c'est arriver à certifier de manière progressive, selon l'approche MENA ou l'approche EEA, ces communes en question, une fois qu'on a traité l'ensemble des mesures. Et bien sûr, la minimale, c'est, bien sûr, il y a des points et des critères qui sont accordés à chaque action. Et je pense que l'éclairage public est finalement un des critères aussi. Enfin, et ça peut vouloir dire aussi que le rôle de l'ADRE dans les années à venir pourrait s'élargir. Sa mission pourrait s'élargir. Enfin, on pourrait changer l'acronyme. ADRE serait plus forcément que efficacité énergétique, ce serait aussi peut-être ville durable ou mobilité. Ou peut-être un autre E, environnement. Un autre E, voilà. Donc, Alors même, ils ont deux E dans leur on va avoir 3 E. acronyme. Voilà. Un plus pour l'ADRE. Un 4e, ça ferait beaucoup quand même. Il faudrait réfléchir à un nouveau nom. Est-ce que vous avez des questions ou des témoignages à apporter ici, monsieur? Alors, on va donner la parole à monsieur parce qu'il n'a pas parlé tout à l'heure. Je suis président d'Ampère, c'est l'association marocaine des professionnels des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Alors en tant qu'association professionnelle, on est bien sûr intéressé par les contraintes opérationnelles de la mise en œuvre des projets d'efficacité énergétique. Et donc aujourd'hui, nous avons discuté le cas de l'éclairage public. C'est des projets qui sont réputés être très rentables. Et c'est là un petit peu le sens de ma question pour M. Ardaïch. En 2003, déjà, la commune avait une facture de 15 millions de dirhams par an. Les projets étaient rentables, ils le sont toujours, mais bon, à l'époque aussi, ils étaient rentables. Alors, concrètement, quelles sont les contraintes opérationnelles qui ont empêché la commune urbaine ou freiné la mise en œuvre de tels projets? Parce qu'en principe, c'est des projets qu'un opérateur privé peut prendre en charge. En 2003 déjà. On n'a pas besoin, bon, bien sûr, l'apport de la coopération internationale, l'accompagnement de l'ADRE, c'est essentiel. Mais j'aimerais bien savoir
les contraintes opérationnelles, parce que c'est de là qu'on apprend que, en fait, comment passer à l'échelle pour d'autres communes maintenant et intégrer ces contraintes, les solutions à ces contraintes dans les projets futurs. Merci. Alors voilà, la question était très intéressante parce que vous représentez les professionnels dans le domaine des énergies renouvelables et vous vous dites finalement, moi depuis 2003, j'aurais pu, enfin moi, pas vous, mais ceux que vous représentez, on aurait pu agir. Et on se rend compte effectivement que les lenteurs administratives pour déléguer les services publics, pour prendre des décisions, ont freiné un peu les choses. Ben voilà, c'est un constat, apparemment ça va beaucoup mieux puisque ça devrait maintenant bouger. Monsieur, vous vouliez poser une question ? Alors, il y avait une autre question. Je vais donner la parole à ceux qui ne sont pas exprimés. Hein. Monsieur là-bas, ici. Bon, je crois que M. Lebon a parlé éclairage public de Rabat, si j'ai bien compris, d'accord. Du plan lumière. Ma question, c'est pour l'adhérer. Comment ces projets d'efficience énergétique peuvent s'inscrire dans le cadre de SDAL, de schéma directeur d'aménagement de lumière? Puisque, à ce jour, aucune commune, la tendance est d'externaliser. Mais aucune commune ne sait, une collectivité du Maroc, j'imagine que ne sait quoi externaliser. Et je crois qu'il faut inciter ces communes à aller vers un schéma directeur d'aménagement lumière. C'est pourquoi ma question, comment l'adhérer peut avoir un apport favorable par rapport à ce plan, un schéma directeur d'aménagement lumière. Merci. Voilà, là vous parlez effectivement de la difficulté pour une commune d'arbitrer et de ce besoin qu'elle a de s'inscrire dans un SRAT, par exemple, un schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire. Aujourd'hui, l'adhérer, quand j'ai dit l'objectif, c'est de structurer au moins les 3 partenariats publics-privés d'ici fin 2014. C'est d'abord développer tous les scénarios organisationnels, institutionnels, juridiques, etc., d'une telle structure qui va essayer de gérer cette problématique. SDL ou pas SDL, quel statut juridique doit-on avoir, quelle mission donc doit-il avoir, quel rôle des partenaires clés autour de la table, le collectivité locale, le gestionnaire donc d'éclairage par la suite, le bailleur de fonds donc qui vont être en place. Je pense qu'aujourd'hui, nous réfléchissons sur ça et le travail de structuration permettrait d'apporter la réponse la plus adéquate. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la question de la préparation d'un schéma de développement lumière et il y a la question de la préparation d'un audit énergétique avec un recensement exhaustif des points lumineux et régler le problème des points lumineux. Parce que la différence entre les deux, c'est justement cette question donc gestion du patrimoine communal, la question donc d'éclairage des monuments historiques, etc. Mais là, il y a les deux choses. Donc, au niveau de cette structuration du PPP, nous allons voir un petit peu la faisabilité et l'opérationnalité de l'une et de l'autre et quelle serait la formule la plus adéquate. Et je pense que tout à l'heure, pour Saleh, certainement qu'on va avoir des réponses sur quelle structuration, quel exemple on choisit pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec la SFI et la Banque mondiale sur cette structuration de l'éclairage public donc, du PPP de Oujda. On a bien compris que les communes ont besoin d'un cadre. Elles ont appelé, et les régions ont appelé de leur vœu la régionalisation. Ça a été fait, enfin en tout cas c'est en cours. Mais il y a encore une demande forcément de structuration de la démarche parce que c'est pas évident de partir d'une situation un peu compliquée et qui coûte cher aux communes et de faire tout de suite les bonnes choses. Parce que si on se trompe une nouvelle fois, ce sera encore du temps perdu. Qui veut prendre la parole ? Monsieur ici, je voudrais juste rajouter un petit point, c'est qu'au niveau communal, la gestion déléguée a été appliquée depuis pas mal d'années déjà. Mais la gestion déléguée était que les communes se désengagent de leurs responsabilités, donc en mettant un petit peu le fardeau sur un gestionnaire délégué, et on a vu un petit peu pas mal de problèmes sur le transport, sur les déchets, etc. Maintenant, dans cette nouvelle approche, c'est comment aussi la commune restera responsable de ce qui nous vient au niveau de cette gouvernance qui sera répartie, mais seulement donc... Alors, on ne passera peut-être pas de tout DSP, enfin, à tout DSP, à tout régie. Enfin, on ne va pas tout réinternaliser. Le compromis, enfin, la vérité est toujours au milieu, comme on dit. Hein. Donc, je pense que c'est ça aussi que veulent les communes, c'est qu'elles ont trop souvent peut-être laissé la délégation, enfin, déléguer le service public
avec des fortunes diverses, et aujourd'hui elles veulent reprendre la main, et on les comprend bien. Hein, Oui, c'est tout à fait légitime pour la commune de reprendre la main à travers les DSDL pour des choses qui sont si stratégiques pour la commune. Mais il faut aussi que la gouvernance soit telle que l'investisseur ait envie d'investir, privé, parce que s'il ne le fait pas, on n'aura pas avancé. En fait. Exactement. Donc c'est bien le compromis. Monsieur. J'ai quelques petites remarques parce que c'est la deuxième fois que j'assiste à un colloque territoire durable. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a effectivement les 3 piliers de développement durable, à savoir l'homme, l'environnement et l'économie. Mais il y a une 4e dimension qui a été ajoutée, c'est la culture. Et je ne vois pas du tout dans le programme, et il va falloir un jour l'intégrer, car on ne peut pas faire une ville durable sans associer ce critère. Et quand je dis la culture, ce n'est pas seulement les festivals où ce sont les différentes croyances dans la société, c'est le patrimoine culinaire, c'est le patrimoine architectural, et ça, avec tout ça, on en fait le développement durable, parce que ce que je vois, c'est que le développement durable se limite seulement à des ingénieurs, aux sciences pures, alors que ce que je voulais dire, avec la culture, il va falloir ajouter les philosophes, les sociologues et autres. Voilà, moi j'essaye d'apporter ma contribution au débat, mais j'ai quelque chose à... Là, j'enlève ma casquette de journaliste pour prendre la casquette de militant, de défenseur de l'environnement. C'est que j'aimerais bien le dire dans ce rendez-vous qui est consacré aux collectivités locales et le développement durable, c'est que nous avons un cas à Rabat, Rabat qui a été classé en 2012 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Et Rabat, le conseil de la ville, je crois que c'est un mauvais élève de la classe. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que nous avons à côté sur l'avenue Mohamed V, vous avez un site historique. Et c'est là où je parlerai tout à l'heure de la sauvegarde du patrimoine architectural. Vous avez un site historique, c'est l'ancien palais de justice qui date de 1920. Et aujourd'hui, ce site, il est abandonné par le conseil de la ville. Moi, j'ai écrit, j'ai fait des articles, mais il ne réagit pas. Ils ont fait un coup de peinture comme ça, mais c'est pas... Mais moi, je doute. Moi, je le dis et je dénonce cette situation. C'est que la place et le foncier est très cher. Et moi, j'accuse le conseil municipal, le conseil de la ville de Rabat de laisser pourrir ou de détruire volontairement ce site historique en connivence avec, je dirais, la mafia et les lobbies de l'immobilier. Voilà, alors, merci. Merci beaucoup pour votre question. On retiendra effectivement que la culture, ça fait partie du développement humain et qu'il est intéressant dans des villes durables d'intégrer cet aspect des choses, même si on le voit bien, c'est par le prisme de l'efficacité énergétique qu'on est rentré dans la thématique ville durable, donc c'est un peu normal qu'on n'ait pas parlé de ces aspects-là ce matin. Monsieur, dernière petite intervention, ou monsieur à côté, puis après on va... Est-ce qu'il fonctionne le micro? Oui. Ah, attendez. Voilà, alors, concernant cette société développement local, alors, qu'en est-il des deux tutelles, l'intérieur et le ministère, etc. Est-ce qu'ils sont en dehors? Est-ce que vous êtes carrément indépendant de contracter cette SDL? Et puis, quand on regarde un petit peu la SDL, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une ADL, Agence de développement local? C'est plus souple. Et bien sûr, il y a toujours derrière, il y a des idées derrière le modèle, etc. Bien sûr, graduellement, etc. On ne veut peut-être pas se dessaisir
et de la responsabilité. Et puis, quand il y a un engagement, un investisseur, qui est garant? Est-ce que c'est les tutelles ou est-ce que c'est l'entité, effectivement, communale? Merci. Mais c'est vrai qu'autour de la table, comme j'ai dit, il y a les collectivités locales qui vont apporter leur part de financement, il y a le bailleur de fonds qui va aussi apporter, et puis il y a le gestionnaire qui va être adjudicataire donc, de la gestion de ce service. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une garantie quelque part. Et la garantie, c'est en quelque sorte, c'est les pouvoirs publics, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le Trésor du Maroc, c'est les finances qui doivent accorder ça, mais tout dépendra, je pense, comme je l'ai dit encore une fois, de la forme qui va être mise en place pour telle ou telle institution. Monsieur. Merci. Je me présente Houchen, ingénieur. Ma question est un peu plus générale. Elle s'adresse à M. Dakina et M. Ardèche. Actuellement, en parlant d'efficacité énergétique et en parlant d'éclairage, ne pensez-vous pas que pour une efficacité énergétique totale et plus concrète, qu'on devrait s'attaquer au problème à son origine, et notamment en intégrant l'efficacité énergétique dans l'acte de construire, en commençant par normaliser et imposer des matériaux isolants, des matériaux économes en énergie, comme cela se fait notamment au Japon, en Allemagne, dans quelques pays européens. Et merci. Merci donc pour cette question. Je pense que vous savez que nous avons mené le débat national sur l'efficacité énergétique. C'est le ROLOP qui est là-bas et qui a pris plus de 35 ateliers. Donc on a débattu les questions donc, selon 5 commissions: bâtiments, industrie, transport, éclairage public, agriculture et pêche. Sur le bâtiment, aujourd'hui, il y a un code d'efficacité énergétique qui est suffisamment avancé avec 2 décrets qui sont en phase donc ils sont au niveau du SGG, du secrétariat général du gouvernement pour adoption. Un décret sur le volet passif, c'est tout ce qui est enveloppe du bâtiment, donc au niveau de l'isolation, donc des murs, des vitrages, du plafond, du sol, etc., pour essayer justement d'intégrer des mesures réglementaires à ce niveau-là. Et donc ça, bien sûr, ça a fait l'objet d'un travail sur un zonage climatique. Le Maroc est divisé en 6 zones. Il est aberrant de construire avec le même matériau et de la même façon à Rabat, comme à Ouarzazate, comme à Figuig. Parce qu'il faut tenir compte des spécificités climatiques locales. Donc ce zonage climatique est déjà adopté et réalisé. Et il y a donc ce décret qui traite l'aspect passif. Il y a le volet actif qui traite tout ce qui est équipement d'usage et consommateur d'électricité. Et bien sûr, quand on parle d'équipement, ça traite aussi les matériaux, la normalisation, les tests et tout ça. Mais sans, donc bien sûr, après cela, c'est la mise en œuvre de tout ça qu'il faut mettre en place, les moyens de contrôle, les moyens donc de suivi, les moyens donc de vérification, de monitoring, etc., qu'il faut mettre en place. Mais en tous les cas, c'est vrai que le volet bâtiment, peut-être en termes donc sur le travail d'efficacité énergétique, est le plus avancé au niveau de la DRE. Parce qu'on travaille sur ce projet-là, sur ce côté-là depuis plus de 2 ans. Et l'on est ressorti d'ailleurs du débat national, c'est juste un chiffre, qu'aujourd'hui, c'est le transport qui est le premier consommateur au niveau national. Il représente plus de 41% au niveau global, suivi par l'industrie, en 3e lieu le bâtiment. Donc aujourd'hui, donc le transport 41, l'industrie autour de 32, le bâtiment autour de 27%. Et puis par la suite. Donc, et en 2000, c'était le bâtiment qui représentait 36%, tertiaire et ménage. Et aujourd'hui, il est autour de 25% parce que le transport a repris le dessus quand on sait un petit peu l'évolution de la mobilité au niveau national. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation au témoignage. Merci à vous, le public, de nous avoir écoutés.